Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux châteaux forts, aux troubadours et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a en fait autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 68. Chloé et l'injure à la fin du Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aller dans les mots, nous allons aller dans les procès, nous allons aller dans les archives à la recherche des mots dans les procès. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Tardivelle. Bonjour Chloé. Bonjour Fanny. Je te reçois parce que tu as fait une thèse. Parce que oui, alors déjà, félicitations, tu as soutenu ta thèse. Merci. Tu es docteur en histoire médiévale. Doctoresse. Doctoresse, tu préfères ? Oui. Alors, félicitations, doctoresse en histoire médiévale. C'était le sujet des paroles blessantes, genre, identité sociale et violence verbale dans l'Italie communale, donc à Bologne, de 1334 à 1402, sous direction de Didier Lett, dont on avait déjà parlé de ce podcast avec Marie-Lise, qui était déjà aussi son étudiante quand on avait parlé des bâtards de prince. Donc ta thèse, tu l'as soutenue en novembre 2021, donc à l'Université de Paris. Donc avec toi, Chloé, nous allons parler de ce sujet, l'injure à la fin du Moyen-Âge. J'imagine que les gens ont cliqué, on dit « Waouh, on va apprendre plein de mots. » Ça va être le clash. On va dire des gros mots. Alors, on va peut-être dire des gros mots. Donc d'ailleurs, Ouais. peut-être que si des gens écoutent ce podcast avec des enfants ou quoi, c'est peut-être pas l'épisode à écouter avec eux. Qu'est-ce que t'en Faut penses ? faire attention. Voilà, donc on a prévenu les parents, les jeunes parents, les personnes pour qui ça peut être sensible. Vous êtes prévenus. Alors déjà, Chloé, raconte-nous pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? C'est une très bonne question. J'ai voulu travailler sur ce sujet. En fait, c'est dans la continuité de mon Master 2 que j'ai fait sous la direction de Didier Lett. Donc voilà, je suis venue voir Didier Lett en lui demandant de travailler sur un sujet sur l'Italie communale. Il m'a proposé plusieurs types de sujets. D'ailleurs, maintenant, je m'en souviens plus du tout. J'ai juste pris le sujet sur l'injure verbale. Donc, en fait, oui, voilà. Donc, j'ai travaillé sur l'injure verbale dans les statuts communaux, qui sont en fait les règlements de la vie en collectivité, qui légifèrent en fait sur un tas de sujets, comme par exemple comment élire le podestat, qui est l'autorité politique et judiciaire, la hauteur des maisons, mais aussi l'interdiction de proférer des injures verbales dans la communauté. Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ta thèse ? Alors moi, j'ai voulu montrer que la communication à la fin du Moyen-Âge est ritualisée et que les gens, les personnes, les hommes et les femmes ne sont pas des personnes grossières, justement, qui est un des préjugés qu'on a sur la période médiévale, que finalement, justement, tout le monde s'insulte, s'injurie comme ça dans la rue, et j'ai voulu montrer que ça répond à des codes et que voilà, tout est ritualisé, organisé, et que si on profère une injure, ça a un sens très précis. Et le fait d'y répondre, d'ailleurs, est aussi codifié, ritualisé. On va en parler, effectivement. J'ai déjà encore plus de questions que ce que j'ai déjà préparé, rien qu'avec cette réponse-là. Super. On va parler de l'injure en général, mais donc dans ta thèse, tu as surtout travaillé sur le XIVe siècle à Bologne, en Italie. Donc raconte-nous, moi j'aime bien. On commence par un petit peu de contexte. Plante-nous un peu le décor de l'époque. On est où ? Il se passe quoi ? Ouais, on est dans ce qu'on appelle l'Italie des communes. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans les podcasts précédents. On en avait déjà parlé avec Hugo Vidon, que j'avais reçu dans les Super Jeux Royal. À un moment, il avait été intervenu, qui lui travaille un peu effectivement sur les communes en Italie. Mais rappelle-nous un peu ce principe. Alors c'est vrai que pour les étudiants et étudiantes qui ont été formés en France, on parle peu finalement dans nos études d'histoire de l'Italie communale. Et puis c'est assez étranger au fonctionnement français, c'est-à-dire en France, on connaît donc le Royaume de France, on est déjà plus familier aussi même de ce qui se passe en Angleterre avec les Plantagenets. Donc en fait, en Italie, on oublie tout ça. Il n'y a pas de roi, de reine qui gouverne. On est dans une configuration où chaque commune
est indépendante, a sa propre monnaie. Ce qu'on observe d'ailleurs dans le sud du Royaume de France avec certaines communes qui sont indépendantes. Et pour les siècles qui nous intéressent, donc à la fin du Moyen-Âge, et notamment Bologne, la commune sur laquelle j'ai travaillé, il y a une organisation où il y a la cité, donc la ville même de Bologne, et elle a un territoire, il contado, l'arrière-pays, qu'elle gouverne et qu'elle maîtrise. Et donc on a pu appeler ça des cités-États, si tu veux. Et donc, à la fin du Moyen-Âge, au XIVe siècle, il se passe quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire politique de Bologne, parce que, si tu veux, le grand âge d'or de Bologne, c'est les XIIe et XIIIe siècles, où Bologne est gouvernée par il popolo, le peuple, qu'on traduirait en français, qui est une notion historiographique un peu complexe, mais c'est un petit peu la bourgeoisie, les marchands qui gouvernent. Et donc, à partir du XIVe siècle, grand changement politique. Petit à petit, en fait, le pouvoir va être détenu par un seigneur, donc dans les mains même d'une seule et même personne. Et pour le XIVe siècle, on va avoir des seigneurs extérieurs à la ville de Bologne, et notamment, et c'est le début de ma thèse, je débute par le départ du légat pontifical Bertrand du Pouget, qui est chassé par les Bolonais et les Bolonaises en 1334, à l'issue d'une révolte populaire, parce que les chroniques nous racontent ça, mais accablé par les impôts, par cette figure du seigneur qui se serait transformé en tyran, eh bien, le peuple, il popolo, se serait révolté et a chassé en tout cas véritablement ce légat pontifical. Donc en fait, toute l'histoire du XIVe siècle de Bologne, c'est une domination seigneuriale par des seigneurs extérieurs. Il y a quelques décennies par un seigneur bolonais, la famille Pepoli. Mais voilà, de manière générale, on est sur des dominations extérieures. D'ailleurs, j'en profite pour parler aussi, j'avais fait un épisode sur les condottieri, ouais. Donc en Italie. Donc là aussi, on avait bien vu que le contexte italien, c'était un peu compliqué. Ah oui, c'est le bordel. Pour nous qui sommes français, sommes habitués à une centralisation, c'est vrai que chaque commune a sa particularité politique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, l'Italie communale, pour la fin du Moyen-Âge, comme je te disais tout à l'heure, ce sont des cités-États, mais dans les faits, elles sont rattachées, on va dire, politiquement, idéologiquement parlant aussi, soit à l'empereur ou soit au pape. Donc elles ne sont pas 100% indépendantes, en fait. Non, tu vois le truc. Et c'est pour ça, les seigneurs, par exemple, bolonais extérieurs, et je te parlais du légat pontifical tout à l'heure, eh bien, ont été des seigneurs ecclésiastiques, une partie en tout cas. Et Bologne, à l'époque, ça ressemble à quoi? En fait, la ville, c'est une grosse ville, c'est une petite ville, c'est comment? Ouais, c'est une grosse ville, et encore aujourd'hui, en fait, on peut voir ce passé médiéval, cet héritage médiéval, parce qu'il y a des grandes tours qui sont la particularité architecturale d'ailleurs de toute l'Italie communale. Mais Bologne a une particularité architecturale, c'est qu'il y a des arcades en bois. D'ailleurs, c'est très bien, c'est pratique parce qu'encore aujourd'hui, on peut se promener quand il pleut, ça fait office de trottoir couvert. Mais à l'époque médiévale, eh bien, les étudiants, par exemple, pauvres, vont dormir sous ces arcades en bois. Et d'ailleurs, c'est l'un des principaux lieux de sociabilité où on trouve de nombreux cas et d'affaires d'injures verbales. Non, mais en fait, voilà, il faut comprendre ça, que chaque commune, si tu veux, a vraiment sa configuration politique. Et en tout cas, cette affirmation de la période seigneuriale advient au XIVe siècle. Et alors, Chloé, pour travailler sur l'injure et en général donc la violence verbale au Moyen-Âge, tu as travaillé sur un énorme fonds d'archives judiciaires. Alors, pourquoi ce fonds particulièrement était important pour ta thèse? Eh bien, justement, c'est dans la continuité de mon Master 2. Comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai travaillé en M2 sur les statuts communaux, donc qui sont la loi, la législation. Et donc, le projet de la thèse, c'était d'aller fouiller, d'aller enquêter dans les sources de la pratique, donc les procès pour injures verbales qui ont été menés à Bologne. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Même en Italie? Non. Donc, j'ai fait une enquête sérielle dans les archives judiciaires parce qu'en fait, tu n'as pas d'index, tu consultes des registres, les registres de la justice pénale, les registres criminels. Et donc, j'ai consulté folio après folio et les procès-verbaux que j'ai lus en intégralité et j'ai identifié les procès-verbaux qui avaient été menés pour injure verbale. Donc, tu as bossé sur des centaines de procès. J'ai vu toute la criminalité bolognaise au XIVe siècle. Voilà, les affaires de vol, les affaires de rixes, les affaires de viol, les affaires de sodomie. Donc voilà, toute la criminalité bolognaise. Et j'ai identifié tous les procès qui ont été enregistrés dans ces registres criminels. Donc c'était plutôt de la justice laïque ou est-ce que tu as aussi regardé la justice religieuse? Parce qu'on avait fait des épisodes où on voyait que ça pouvait être différentes institutions.
Non, donc moi c'est la justice laïque. J'ai enquêté dans la cour pénale du Podesta. Donc le Podesta, comme je te le disais tout à l'heure, c'est l'autorité politique et judiciaire dans l'Italie communale. Et il a une cour pénale qui est administrée par des juges avec des notaires et plusieurs dizaines de personnes qui travaillent à temps plein pour enregistrer les plaintes des citoyens qui viennent se plaindre. Et aussi pour faire des enquêtes judiciaires. Si tu veux, les procès accusatoires, ce sont nos actuels dépôts de plainte, où c'est vraiment le citoyen qui arrive à la cour et dit « je veux porter plainte ». Et souvent, pour les injures verbales, justement, ce sont souvent des dépôts de plainte. Et inversement, les procès inquisitoires, ce sont des procès qui ont été ouverts par le juge, par décision du juge, soit directement par lui, par le juge, mais soit, en fait, c'est un de ses agents communaux, parce que dans la commune est divisée en paroisses, et dans chacune des paroisses, tu as un agent communal qui a en charge de, à son échelle locale, de dénoncer tous les crimes et délits qui ont eu lieu dans la paroisse. Et donc, s'il a entendu parler d'une affaire d'injure verbale, il peut écrire un rapport et ensuite le transmettre au juge. Et c'est ainsi que va débuter un procès inquisitoire. Et quelle population on a dans ces sources ? Est-ce que c'est vraiment tout type sociaux ou c'est plutôt spécialisé ? Oui, alors dans les procès que j'ai étudiés, on trouve beaucoup de marchands. C'est le milieu des marchands, des artisans et aussi des paysans. Dans mon corpus de sources, j'ai environ un peu plus de 10% des cas qui proviennent du contado, qui est donc l'arrière-pays, où sont localisés les paysans et les paysannes. Donc ça reste les milieux populaires. On a très peu de cas de personnes, en tout cas en tant que coupables d'injures verbales. En tant que victimes, on a, oui, effectivement, des personnes haut placées dans la hiérarchie communale, puisque il faut défendre son honneur. Mais globalement, ce sont des personnes des milieux populaires. Ça change en fait, parce qu'on voit souvent dans les archives qu'on a plutôt des traces des personnes nobles et que le populaire, parfois, c'est un peu plus compliqué de trouver des traces. Là, toi, c'est l'inverse, tu es à fond dans le populaire. Oui, et surtout, ce qui est intéressant avec les procès pour injures verbales, on a aussi une grande présence féminine dans le corpus que j'ai réuni. Donc moi, j'ai travaillé sur plus de 560 procès pour injures verbales qui ont été consignés dans les registres de la justice pénale bolognaise entre 1334 et 1402. Et alors, tu vois, il y a des évolutions selon les régimes seigneuriaux qui ont lieu, donc selon les années. Mais j'ai à peu près 18% de femmes criminelles, de femmes injurieuses, ce qui est un pourcentage énorme, parce que la criminalité féminine, à la fin du Moyen-Âge, ça dépasse rarement les 5%. Donc on les voit peu dans les sources, on les voit moins. Les registres sont surtout masculins, on voit beaucoup d'hommes. Donc c'était l'un des intérêts de ma thèse, c'était donc de pouvoir étudier les injures verbales au féminin, pas que au masculin. On va rentrer dans le détail justement. Alors, est-ce que le fait de s'injurier, d'avoir recours à la violence verbale, est-ce que c'était plutôt commun à l'époque ? Alors, sachant que bien sûr, toi, c'est à partir d'une certaine source, donc on ne va pas généraliser sur tout le Moyen-Âge, ni sur tout, il y a un peu un effet de source, mais quand même, est-ce que c'était si commun de ça d'avoir un procès pour injure ? Alors, ça a pu l'être en fonction des périodes. Certains régimes seigneuriaux ont intérêt, si tu veux, à criminaliser la parole injurieuse des citoyens et citoyennes, alors que d'autres ne vont pas moins criminaliser. Donc, si tu veux, dans mes statistiques, sur ces 70 ans d'archives, j'ai des chiffres vraiment différents. Certaines années, j'ai aucun procès pour injure verbale, alors que 10 ans après, je trouve des dizaines de procès pour injure verbale. Donc, en fait, il y a un aspect politique qu'il ne faut jamais oublier. C'est des explications, là je ne sais pas si c'est l'intérêt du podcast, mais voilà, il y a toute une critique des sources à faire. Tu dois avoir en fait un certain recul, une certaine mesure de dire non, c'est pas à cette époque-là qu'on était plus injurieux que d'autres. C'est aussi un effet de source et tout ça. Et tu vois, je vais te donner un exemple. Alors c'est pas la période que j'ai étudiée, mais à la fin du XIIIe siècle, lorsque Bologne est encore un régime populaire, del popolo, dans la législation bolognaise, seules les personnes del popolo peuvent porter plainte pour injure verbale. C'est-à-dire alors qu'à l'époque, il y a ce qu'on appelle les magnats, les nobles. Eux, par exemple, s'ils sont injuriés dans la rue par un populaire, ils ne peuvent pas déposer plainte. Donc, ils ne peuvent pas obtenir réparation pour une injure qui a été proférée. Ce sont toujours des contextes qu'il ne faut jamais oublier, des contextes politiques qui sont derrière, des enjeux politiques. Mais globalement, ça nous permet quand même d'étudier la communication, les interactions injurieuses, les interactions verbales entre des personnes qu'on a peu l'habitude d'étudier, qui ont laissé peu de traces, peu de voix, justement, peu de paroles.
Alors rentrons un peu dans le détail, Chloé. Allez, Allez-y. on va aller. Allez, Sur quoi? j'attends ce moment. Parce que voilà, on est du contexte, maintenant rentrons dans les mots. Sur quoi portent les injures? Qu'est-ce qu'on retrouve comme sujets qui sont sujets à injures? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup un peu la sexualité et la famille aujourd'hui, pour le dire de façon légère. À cette époque-là, est-ce que c'est déjà le cas ou il y a autre chose? Oui, c'est les grands classiques qui reviennent, donc la sexualité, la scatologie, bien sûr la famille, et puis des injures, ce qu'on appellerait morales. Par exemple, pour les injures qui vont disqualifier les hommes, on va traiter quelqu'un de traître, de voleur, qui vont mettre en cause la fidélité, la loyauté, qui sont des valeurs proprement masculines, de la vie en communauté, de la vie civique. Donc ça, c'est des choses qui ont disparu aujourd'hui. Du côté féminin, on retrouve des grands classiques. Et il y a peu d'évolution. La première des injures adressées aux femmes, par d'ailleurs les femmes elles-mêmes, c'est l'injure de putain, qui revient toujours. Puis ensuite, tu as tous les dérivés, ruffiane, je sais pas, ruffiana en italien, maquerelle. D'accord. Voilà, Ah oui. en français, c'est maquerelle, je crois que c'est qui revient souvent. Je me suis intéressée en fait à les injures proférées envers les femmes, envers les hommes, mais je me suis aussi intéressée par qui les proférait. Et en fait, je remarque que les femmes, par exemple, sont les premières à se traiter de putain, de maquerelle, et les hommes sont également les premiers entre eux à se traiter de voleurs et de traîtres. Parce qu'en fait, d'un point de vue du genre, l'injure, si tu veux, est utilisée de manière, on pourrait dire, stratégique. Parce que il faut savoir qu'elle est proférée aux yeux de tous, aux yeux de toute la communauté, publiquement. Le caractère public de l'injure est on va dire, la première condition de sa pénalisation. Par exemple, les injures qui sont proférées dans l'espace domestique ne sont pas pénalisées. Donc ça, c'est un point important à signaler. Donc toutes les injures publiques vont être proférées. Et donc, si tu as un différend avec quelqu'un, tu as tout intérêt à disqualifier cette personne à travers les injures qui sont traditionnellement disqualifient le féminin ou le masculin. Donc une femme, pour X ou raison, on ne sait pas toujours en fait pourquoi les personnes s'insultent ou s'injurient, mais voilà, indifférent avec une autre femme, elle va proférer publiquement sale putain pour justement disqualifier sa cible. Les célèbres arcades de Bologne vont-elles être classées au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO? C'est en tout cas le souhait des autorités italiennes qui ont constitué depuis longtemps un dossier dans ce sens. Ces arcades, appelées également portiques, datent du Moyen-Âge. À l'origine, explique cette guide touristique, ces portiques étaient destinés à être utilisés comme un passage public, même si la propriété est privée. En fait, chaque propriétaire avait l'obligation de construire un portique sur sa propriété, alors même que la zone de passage est ouverte au public. Le propriétaire a aussi l'obligation de nettoyer et entretenir le portique. C'est une obligation légale qui court encore aujourd'hui. Ces arcades bordent les rues du centre historique de Bologne. Cela fait près d'une quarantaine de kilomètres de galeries. Dans leur genre, ces constructions sont parmi les mieux conservées d'Europe. Mais tiens, on en avait déjà parlé dans des précédents épisodes, mais est-ce que tu peux nous rappeler l'importance du concept d'honneur au Moyen-Âge? Oui. Parce que j'imagine que c'est une notion importante pour ta thèse. Pour tout, effectivement, dès qu'on étudie l'histoire médiévale, la question de l'honneur est centrale. Alors, moi, elle n'apparaît pas dans les sources, en tout cas pas telle qu'elle. On la lit, on la comprend, forcément. En fait, on parle plutôt de bonne réputation, de bona fama, qui est corrélée à l'honneur. Et effectivement, les personnes qui ont une bonne réputation ne peuvent pas se permettre d'être injuriées. De facto, elles sont injuriées et vont venir réparer justement cet honneur bafoué en allant porter plainte, en faisant savoir à toute la communauté, par son système judiciaire, qu'elle a été injuriée publiquement. Donc c'est ainsi qu'on lit et on comprend la question de l'honneur. Mais est-ce que c'est pas aussi une atteinte à son propre honneur d'insulter quelqu'un ? Parce que là, du coup, si on se retrouve à avoir un procès sur la tête, là aussi, son honneur... Enfin, on a atteint soi-même à son honneur, non ? Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est aussi défendre son honneur. Oui. Et justement, par l'injure, tu vas réparer aussi un honneur. Et donc c'est un cercle vicieux, on s'en sort jamais. Complètement. Et c'est pour ça que je te disais au début que ce qui m'a intéressé, c'est de montrer tous ces rituels de communication et de comprendre qu'en fait, l'injure s'insère dans un système plus large d'honneur, que justement, il ne faut pas étudier simplement les mots, tu vois, d'un point de vue sémantique, mais comprendre dans quel contexte ça s'inscrit. Et la dimension publique de l'injure est essentielle, en fait, pour comprendre les relations sociales à l'époque et pour comprendre ce sujet. Et est-ce qu'on pourrait regrouper les insultes dans des grandes catégories ? Parce que tu dis l'honneur, sur la famille, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça ?
Oui, effectivement, dans ma thèse, c'est d'ailleurs l'objet de la première partie de ma thèse, j'ai fait une typologie des grands actes de langage injurieux. Je traite d'abord de l'insulte, ensuite de la malédiction, de la menace et du mépris, qui sont pour moi les 4 grands actes de langage injurieux qu'on retrouve dans les procès pour injure verbale. Attends, ça veut dire que insulte et injure, c'est pas la même chose ? Non, et là on approche quelque chose d'intéressant. Dans les procès-verbaux que j'ai étudiés, le terme latin qu'on retrouve pour qualifier juridiquement ce qu'on appellerait aujourd'hui des actes de violence verbale, c'est le terme de paroles injurieuses, verba injuriosa, parce que bien le terme d'injure renvoie en fait au droit romain. Et donc, en termes de justice, on est à Bologne, qui est l'université de droit par excellence. Donc, c'est le terme de paroles injurieuses qui est retenu. Parce que le terme d'insulte, qui existe d'ailleurs dans les procès que j'ai pu étudier, insultus, va désigner en fait des actes physiques. Alors, non pas de violence physique. De faire insulte à quelqu'un, c'est par exemple se mettre en travers de son chemin. Tu vois, c'est le contraindre physiquement. Et la synonymie qu'on connaît actuellement entre injure et insulte va intervenir à la toute fin de la période médiévale, au XVIe siècle plus particulièrement. Mais en tout cas, dans les sources que je lis, moi, au XIVe siècle, il y a une nette distinction entre insulte et injure verbale. Et quelles sont les injures les plus étonnantes que tu as pu rencontrer dans les sources ? Alors, les injures les plus étonnantes, ce sont les expressions de mépris. En fait, j'ai découvert, ça m'a pris du temps d'ailleurs à les comprendre, parce qu'il faut savoir que les sources que j'ai consultées, le procès verbal est en latin, mais la particularité des procès pour paroles injurieuses, au XIVe siècle en tout cas, c'est l'intrusion du vulgaire. Les paroles injurieuses sont rapportées par les notaires eux-mêmes, principalement en langue vernaculaire. La langue que parlent les gens, quoi. Voilà. En fait. Même s'il y aurait là aussi des critiques à faire sur la transcription de l'injure par les notaires. Et donc, les expressions les plus étonnantes que je ne pensais pas trouver sont celles de « con qui t'a chié »,« con qui t'a ensanglanté », qui sont donc des expressions idiomatiques de mépris. J'ai pu remarquer en les mettant en contexte, parce que parfois les procès-verbaux sont plus détaillés et nous renseignent sur les contextes d'énonciation. Et on comprend que c'est une parole qui était proférée, une expression idiomatique proférée en réponse à une injure reçue, mais pas uniquement une injure verbale, mais une injure aussi physique. Et voilà, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est notamment cette expression, mais il y en a aussi... Tu peux la redire, c'est quoi ? Ouais, con qui t'a chié. Donc le con, terme vulgaire pour désigner la vulve, ouais. Ou con qui t'a ensanglanté. Dominique Lagorgette parle d'insultes par ricochet. Evelyne Larguèche, qui est anthropologue, parle d'injures référentielles, parce que finalement, tu injuries non seulement la personne qui est en face de toi, ce qu'on appelle l'injurière, mais tu vas injurier aussi, on va injurier clairement la mère par con qui t'a chié, con qui t'a ensanglanté. Donc c'est un système injurieux triangulaire, où tu as 3 personnes qui sont concernées, la personne qui injurie, la personne qui reçoit l'injure et la personne qui est objet de l'injure. Et je voulais te dire autre chose notamment sur les expressions de malédiction. La malédiction, qui est un acte de langage qui aujourd'hui a presque disparu, en tout cas dans les sociétés occidentales. Ou alors qui est moqué. Qui est moqué, qui est vu comme quelque chose de désuet, alors qu'à l'époque, en tout cas à Bologne, c'est un acte de langage très commun. On maudit très facilement. Et d'ailleurs, d'un point de vue de la justice, c'est bien catégorisé comme un délit de parole injurieuse et pas comme un délit de blasphème qui ferait l'objet en fait d'un autre système de condamnation. Et les expressions de malédiction qui reviennent régulièrement à Bologne, mais pas seulement. J'ai pu observer également en Toscane, en Vénétie, finalement dans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'espace nord-central de l'Italie. Eh bien, c'est l'expression de que te vienne, que te naisse le ver coquin. Tu vas tout de suite me demander, Fanny, je connais, mais qu'est-ce que le ver coquin ? Eh bien, le ver coquin, à l'origine, c'est une maladie animale. En italien, c'est il vermo cane, qui est composé de vermis et cane. Et donc, ce sont des vers intestinaux qui étaient supposés ensuite parvenir au cerveau et qui rendaient en fait la bête, l'animal complètement fou. Ça lui provoquait le tournis. Donc tu vois, augurer à quelqu'un qui lui vienne ou qui lui naisse le vermo cane, c'était symboliquement lui enjoindre d'aller au diable, de devenir fou. Et la folie au Moyen-Âge est l'un des pires fléaux, l'un des pires maux. J'ai été très surprise par toutes ces expressions, et il y en a plein d'autres. En fait, toutes les expressions de malédiction sont construites autour de souhaiter à quelqu'un d'avoir une maladie mortelle.
Donc là, je te citais le ver coquin, mais par exemple, on a le que te naisse ou que te vienne le feu de Saint-Antoine. Je sais pas si c'est que ça. Non, je connais pas. Le feu de Saint-Antoine, c'est ce qu'on appelle l'ergotisme. Ça va te provoquer en fait des sensations de brûlure et en fait ça va entraîner la mort. On a aussi la que te naisse ou que te vienne l'estranguillon. qui en fait une angine à la base animale, donc c'est en gros l'angine des chevaux, où la bête finit elle aussi par mourir parce qu'elle ne peut plus respirer. Donc là aussi on souhaite à la personne de... C'est très physique les malédictions. C'est extrêmement en fait. Physique. Voilà, j'ai développé des études, une interprétation anthropologique parce que tu vois, la malédiction va venir neutraliser la personne dans ce qu'on appellerait sa force vitale, le fait de parler, voilà, le fait de souhaiter à quelqu'un d'avoir l'estranguillon, c'est le fait d'attaquer les organes de la phonation, de plus pouvoir parler. Et je voulais te préciser, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a énormément étonnée, c'est que les individus auguraient le mal, proféraient des malédictions, mais souvent dans des lieux précis du corps. Donc que te vienne par exemple le ver coquin dans la gorge, sur la langue, et le plus intéressant pour les femmes, que te vienne le ver coquin dans le con, dans la vulve. Donc il y a cette idée, tu vois, d'un développement, d'un déploiement du mal dans une partie précise du corps de la personne. Parce que quand on pense malédiction et Moyen-Âge, on pense, alors qui c'est une rumeur, on n'est pas sûr, à la malédiction des rois maudits, qu'aurait proféré donc Jacques de Molay, le Templier, qui a été brûlé par Philippe le Bel. Bref, c'est une histoire très compliquée. On en a parlé dans Super Jeu Royal, allez voir ça. Comme quoi il aurait maudit le roi de France et le pape. Et effectivement, il se trouve que le pape est mort un mois après, que le roi de France, tous ses fils n'ont pas eu d'enfants. Donc là, ce genre de malédiction sur les générations, est-ce que tu en as toi aussi ? Alors non, j'ai pas de malédiction sur des générations. En tout cas, j'en ai pas trouvé à Bologne. Peut-être que je vais en trouver, mais peut-être que ça existe d'ailleurs dans d'autres communautés linguistiques. Mais en tout cas, à Bologne, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé non plus de malédiction sur les parents. Par exemple, je maudis ta mère ou je maudis ton père. Comme je te disais, j'ai trouvé des malédictions vraiment sur la personne même, des malédictions autour de la maladie. Mais je sais qu'il a pu exister dans d'autres communautés linguistiques, par exemple notamment dans les Marches, des malédictions paternelles ou maternelles, justement maudis ta mère. Et c'est souvent, tu vois, la mère en fait qui est maudite, la mère qui a engendré, le con qui a ensanglanté, le con qui a chié finalement l'individu qui est en face de toi. Et est-ce qu'on a aussi des différences dans les injures du point de vue social ? Est-ce qu'on trouve les mêmes injures selon qu'on est entre personnes plutôt des marchands un peu riches ou des paysans ? Est-ce que tu as aussi une typologie sociale de l'injure ? Tu vois, c'est ma grande question et c'est vraiment très intéressant que tu me poses cette question-là parce que forcément, je me suis posé cette question-là, mais c'est très difficile de le percevoir dans les sources, en fait. Parce que, à la fin de ma thèse, j'ai pu enquêter dans les brouillons notariaux et j'ai compris, en fait, le polissage qu'opéraient les notaires dans la retranscription de l'injure. Si tu veux, une espèce de normalisation, une transcription vers une injure standard. Donc en fait, on perd au passage certainement des nuances sociales, même du point de vue dialectal. Alors on voit que oui, c'est un biais en fait, que l'histoire est juste racontée par quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier tout le circuit documentaire de la parole injurieuse et de comprendre en fait ce que le procès-verbal que je vais lire, qui est au bout de la chaîne documentaire, eh bien au préalable, il a fait l'objet de censure, on peut parler de censure de la part des notaires. Parce que pour les notaires médiévaux, ce qui est plus important, dans le but de pénaliser, c'est avant tout de retranscrire le sens même de l'injure. Si c'est une injure de caractère sexuel, peu importe finalement les mots tels qu'ils ont été prononcés, ce qui importe avant tout, c'est de mettre dans le procès-verbal que finalement la personne a traité cette femme de sale putain. Et ça suffit parfois. Donc c'est plutôt, on veut mettre des catégories plutôt que du sens. Oui, par contre, quand j'ai pu enquêter dans les brouillons notariaux, c'est d'une richesse incroyable parce que là, on a parfois des dialogues, des injures très longues qui font plusieurs lignes. Donc c'est vraiment passionnant. Mais au-delà de ça, au-delà de cette normalisation de la langue injurieuse par les notaires, eh bien, comme je te disais, on peut toutefois saisir les grands thèmes injurieux de l'époque, les grandes typologies d'injures, insultes, malédictions, menaces, mépris. En tout cas, c'est ce qui faisait sens pour les individus, pour la communauté linguistique de l'époque. Et alors, bon, ça, c'est une question qu'on m'a posée sur le Discord de Passion médiéviste d'un auditeur qui s'appelle Sefou, que je salue. Est-ce qu'il y avait des insultes géographiques ? Alors, bon, là, tu dis surtout des personnes à Bologne, mais voilà, comme on dirait, je sais pas, espèce de Marseillais ou espèce de Parisien ou quoi, est-ce qu'il y avait ça aussi ?
Alors oui, c'est d'un point de vue de l'identité, c'est un des critères qui peut disqualifier, par exemple, quelqu'un. Alors à Bologne, j'ai pas beaucoup d'insultes géographiques. J'ai alors les seules insultes que j'ai trouvées, c'est sale milanais. Parce qu'à un moment donné, Bologne est gouvernée par les Visconti, donc qui sont les seigneurs de la ville et qui habitent à Milan. Et donc, il est mal vu à cette période d'être milanais. En tout cas, ça peut être un point de disqualification pour les hommes. Par contre, on a aussi... alors, ça, je ne l'ai pas observé à Bologne, mais je sais que ça existe dans d'autres sources, et notamment dans les Marches, l'insulte de sale albanais. Parce que... Pourquoi ? Parce qu'il y a une communauté... donc, la région des Marches est située actuellement en dessous de l'Émilie-Romagne, sur la côte adriatique. Et donc, dès l'époque médiévale, il y a des communautés albanaises. Encore aujourd'hui, il y a des communautés albanaises. Donc, en fait, dès le Moyen-Âge, on insulte quelqu'un de sale albanais ou sale albanaise, au féminin. Ça existe. Donc, le travail que j'ai fait sur Bologne, il vaut pour Bologne, pour cette communauté linguistique, mais il y a vraiment intérêt et matière, en fait, à multiplier les études localisées, pour comprendre, encore une fois, ce qui était important, faisait sens pour les individus de l'époque. Allez, on garde, espèce de petite couille de molle! Comment? Vous allez me montrer un peu ce que vous avez dans le froc, ma mignonne. Mais enfin, le roi Arthur m'avait juste parlé... Mais vous êtes complètement fou! Vous avez failli m'ouvrir le crâne! Et figurez-vous que ça m'aurait pas déplu! Vous êtes un grand malade mental! C'est votre insulte, ça? Comment? Non, je veux dire... Malade mental, c'est votre maximum comme insulte? Non, parce qu'il va falloir passer le cran au-dessus, mon vieux. Sinon, on y est encore demain. Allez! Mais allez quoi? Une bonne petite série d'insultes pour se mettre en train, et puis hop! Vous attaquez! Mais il est hors de question que je vous insulte! Mais allez-y, c'est pour vous stimuler, mon Dieu! Il n'en est pas question! Mais allez-y, bon sang, maniez-vous le fion, espèce de grosse dinde! C'est un scandale! Seigneur Borte! Je commence à avoir plein le dos de votre comportement de péteux. Vous allez me faire le plaisir de me faire une bonne insulte et de vous foutre en rogne une bonne fois pour toutes. Mécréant! Et quelles sont les sanctions pour quelqu'un qui est condamné suite à un procès pour injure ? Alors, quand tu lis les statuts communaux, comme je te disais, qui sont les lois, donc les articles de loi, eh bien, les sanctions sont toujours pécuniaires. Ah ouais. Oui, c'est l'argent. Mais dans les faits, et ça a été un casse-tête pour moi, il y a peu finalement de condamnation pénale effective. C'est-à-dire qu'il est important, justement, d'un point de vue de l'honneur, de venir porter plainte si on a été injurié, mais les individus vont arrêter ensuite le procès. L'accusateur va souvent de lui-même renoncer à sa plainte. Certainement, et on le sait, l'historiographie l'a montré, il y a eu des modes de règlement infrajudiciaire. Mais oui, en mode, bon, allez hop, voilà. Je fais ça et tu mais retires tu ta vois, plainte. c'est je défends mon honneur quand même, je vais aller porter plainte, je vais montrer que tu m'as injurié et que publiquement toute la communauté va savoir que tu m'as injurié, que je défends mon honneur. Je défends mon honneur par le système judiciaire. Donc finalement, il y a peu de peine effective. Et pourquoi je te disais que c'était un casse-tête ? Parce que parfois, les procès, dans le procès pour injure verbale, il y a aussi des actes de violence physique. Et donc, une fois que la sentence est donnée, on ne sait pas combien de sous ou de livres ont été comptabilisés pour les actes injurieux et combien pour les actes de violence physique, à proprement dit. Finalement, on va très peu en prison au Moyen-Âge, et là non plus, c'est ça ? Alors, on peut aller en prison au Moyen-Âge, par exemple, quand on a des dettes. Ça, je renvoie aux travaux de Julie Claustre. En fait, tu vas en prison quand tu n'as pas la possibilité et la capacité d'avoir ce qu'on appelle des garants. Donc, c'est souvent, par exemple, des personnes qui sont justement disqualifiées d'un point de vue social, par exemple des prostituées. Le temps de l'instruction du procès, le temps de l'affaire, elles vont en prison. Donc, j'ai quelques cas, oui, par exemple, pour des cas d'injure verbale où elles sont allées en prison, mais parce qu'elles n'ont pas pu fournir des garants judiciaires le temps de l'instruction. Tu sais, la prison médiévale n'est pas la prison d'aujourd'hui. Et si je reviens juste sur un truc très intéressant que tu as dit tout à l'heure, bon, tu dis plein de trucs intéressants, bien sûr, mais sur le côté, effectivement, d'étudier les insultes et les injures des hommes et des femmes, là, c'est aussi un nouveau pan de l'histoire, de l'historiographie, de se pencher aussi sur cette histoire des femmes qui a peut-être été un peu mise de côté pendant très longtemps. Oui. Ce qui m'a intéressée dans mon sujet de thèse, c'est effectivement de comprendre les injures qui ont été proférées envers les femmes et envers les hommes, mais de savoir ce que proféraient les femmes et les hommes. Et tu vois, du point de vue de l'historiographie, quand j'ai débuté ma recherche,
Un historien avait écrit que les femmes avaient un rapport déficitaire à la langue injurieuse. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Il avait dit que justement les femmes étaient incapables de maudire, enfin en tout cas ils n'avaient pas trouvé dans les sources, ils n'avaient trouvé que des actes de malédiction au masculin. Même chose que les femmes faisaient preuve de moins d'inventivité lexicale. Et ce qui est complètement faux. Quand tu fais justement une analyse sérielle, donc c'est-à-dire année après année, jour après jour, dans les registres de la justice pénale, tu rencontres aussi bien des actes injurieux proférés par les femmes, et notamment donc les femmes, je le redis, maudissent au Moyen-Âge, elles maudissent des hommes, elles maudissent des femmes également. Mais proportionnellement, on les voit moins dans les sources. Donc c'est pour ça que l'intérêt de faire un travail vraiment de longue haleine, sur 70 ans d'archives, pour les voir vraiment pleinement. Et Chloé, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au cours de ta thèse? Alors je crois que la première difficulté, ça a été de comprendre le système judiciaire et de savoir comment fonctionnait la justice au Moyen-Âge. Donc ça a été une difficulté plus intellectuelle. Et après, une des difficultés, ça a été de comprendre finalement ce que je lisais. Parce que c'est intéressant, bien sûr, de repérer des procès pour paroles injurieuses. Mais ensuite, il faut les comprendre. Comme je te disais, à partir notamment aussi de la seconde moitié du XIVe siècle, les notaires rapportent l'injure en langue vernaculaire. Donc on est dans un bolonais qui n'est pas encore normalisé. Donc j'ai énormément travaillé avec l'archiviste de Bologne. Et chose amusante, c'est que les italophones, les Italiens et Italiennes d'aujourd'hui, ne comprennent pas forcément le bolonais de l'époque. Et donc en fait, c'est même moi qui suis... Donc je parle italien, mais je ne parle pas le bolonais. Et j'ai pu comprendre en fait certains mots en contexte parce que je les avais déjà trouvés dans un procès auparavant, et donc en les comparant, j'ai pu identifier le sens de ce mot. Donc oui, la maîtrise de la compréhension de la langue vernaculaire de l'époque a été l'une des difficultés. Mais voilà, avec une bonne archiviste sous le coude, on y arrive. Ensuite, ça a été de traiter toute cette masse documentaire parce que j'ai pris des milliers de photos. Et donc, je me suis posé la question, méthodologiquement parlant, comment je vais analyser tout ça. Et je vais faire la pub de ce super logiciel Tropi, qui est un logiciel de gestion de photos d'archives qui m'a beaucoup aidé. C'est un logiciel de classement et de faire un item, un procès. Parce qu'un procès, pour moi, c'est plusieurs photographies, puisque je prends à chaque fois le folio recto verso. Et donc, ça m'a permis de classer et ensuite de pouvoir... interroger et de retrouver, par exemple, si je cherchais telle insulte, je pouvais savoir que c'était dans tel et tel procès que j'avais moi-même daté. Donc tu peux redire le nom du logiciel? Tropi, T-R-O-P-Y. Et ta thèse a duré combien de temps? Ma thèse a duré 4 ans. D'ailleurs, c'est la date que je m'étais fixée en m'inscrivant en thèse. Puis le coronavirus est arrivé par là aussi. Oui. Oui, il s'invite dans nos recherches. Et voilà, donc ça a un peu précipité l'écriture de la thèse, puisque j'étais en milieu de 3e année. Donc voilà, j'ai commencé l'écriture. Tu avais déjà fait toute la partie recherche. Voilà, par contre, j'ai été chanceuse sur ce point-là. J'avais déjà toutes mes archives et toutes mes photos. Donc oui, j'avais largement de quoi faire. Même si, quand j'ai commencé, je croyais qu'il fallait encore que j'aille en archives, que je n'avais pas assez dépouillé, que je n'allais pas pouvoir tout analyser, mais j'avais largement de quoi faire. Et est-ce que tu as pu bénéficier d'un contrat doctoral pour financer ta thèse, ou est-ce que tu as dû faire un travail à côté? Non, j'ai bénéficié d'un contrat doctoral de l'Université de Paris, anciennement Paris 7, qui a été prolongé de 4 mois à cause de la situation sanitaire. Donc j'ai terminé quelques mois au chômage. C'est un choix que j'ai fait en conscience. Je regrette pas parce que ça m'a permis de terminer vraiment en 4 ans. J'ai pas pris de poste d'ATER pour ma 4e année de prof de thèse. C'est ATER, c'est... Alors ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, le poste que j'occupe actuellement à l'Université de Nice. C'est prof intérimaire si on veut? Ouais, en fait, si tu veux, c'est un poste de MCF, donc de maîtresse de conférence ou de maître de conférence, sans avoir vraiment le salaire. Mais voilà, on enseigne 192 heures. Ce qui est énorme, puisque 192 heures, c'est juste le temps de présentiel que tu as dans tes cours, mais tu as tout le temps de préparation. Donc c'est vrai de combiner, et c'est ce qu'on font d'ailleurs beaucoup de doctorants et doctorantes, pour terminer leur thèse, pour être financés, ils vont faire des ATER, mais c'est beaucoup de travail. Et encore, il n'y a parfois pas assez de postes pour tout le monde aussi. Effectivement, ce sont des postes, souvent en plus, ils privilégient les personnes qui ont le concours, soit le CAPES ou soit l'agrégation. Donc ça, c'est vrai que... Qui sont aussi des concours difficiles à avoir. Qui sont aussi des concours difficiles à avoir. Donc voilà pour ma situation. Et comment tu te sens depuis la fin de ta thèse? Donc au moment où on enregistre, ça fait quoi, à peu près 6 mois que tu as soutenu?
Comment tu te sens maintenant ? Moi, je me sens bien. Ouais, c'est un... T'as l'air détendu, en fait. Ouais, c'est un soulagement. C'est peut-être parce que je suis à l'université de Nice maintenant et je vois le soleil tout le temps. Après de longs mois dans l'obscurité à écrire ma thèse. Non, je me sens soulagée, je me sens fière de moi. L'écriture a été un moment difficile. Je pense que l'écriture d'une thèse est difficile en soi. Mais l'écrire en temps de confinement, avec tout ce qu'on entend, ça a été psychologiquement très très difficile. Donc c'est un vrai soulagement pour moi, mais aussi pour ma famille, pour mes proches, parce qu'on l'a vécu ensemble, cette dernière épreuve. C'est vraiment là le cliché de « Oh, ta thèse », enfin, on était tout le temps dans toutes les conversations, j'imagine. Elle est en toi, elle est dans tes rêves, dans tes cauchemars peut-être. Ah ouais. Ouais, tu dors avec, tu manges avec, donc c'est pour ça que c'est bien. C'est important de savoir terminer une thèse, et pour moi, je suis contente d'avoir réussi l'objectif de la terminer en 4 ans. Et donc maintenant, là, depuis que tu as fini, donc tu dis que tu es à terre à l'université de Nice. Oui. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Tu fais quoi comme cours en ce moment ? Alors là, tu vois, non, on est en avril, donc les cours sont terminés, sont déjà terminés. Ah oui. Mais j'ai enseigné de la L1 jusqu'au Master MEF. Donc j'ai aussi donné des cours à mes futurs collègues, j'espère. Le Master MEF, c'est pour les personnes qui veulent ensuite... Voilà, qui préparent le concours du CAPES, tu vois, de la L1 jusqu'à ce niveau-là. Et donc j'ai donné des cours classiques d'histoire médiévale. J'ai pu donner aussi des cours d'histoire du genre, au niveau master. Et ça t'a plu ? Oui, énormément. J'adore l'enseignement. J'adore transmettre et de montrer aussi... un autre Moyen-Âge, un Moyen-Âge fait d'hommes et de femmes, voilà, de toujours, même dans mes cours d'initiation à l'histoire du Moyen-Âge, de toujours avoir cette attention pour l'histoire du genre. Et quelles seraient tes envies pour le futur ? Est-ce que tu aimerais continuer la recherche ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Merci Fanny. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est bien sûr de continuer, et je vais continuer. J'ai ce projet de continuer encore dans les archives de Bologne et d'aller fouiller, d'aller enquêter dans ces brouillons notariaux dont je te parlais, qui sont en fait une mine d'or sur le parler vernaculaire. Et donc, voilà, mon projet de recherche post-doctoral va porter sur ce type de sources qui, en fait, ont été très, très peu exploitées. En fait, pour Bologne, n'ont jamais fait l'objet d'une analyse sérielle, donc c'est-à-dire sur un temps long. Donc, je vais aller fouiller ces brouillons notariaux pour le XIVe et le XVe siècle. En plus, dans un cadre sympa, si j'ai compris, non ? Oui, je vais avoir la chance et l'honneur d'être membre de l'École française de Rome. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, l'École française de Rome, c'est un institut de recherche en histoire, en archéologie et plus généralement en sciences sociales. Il faut savoir que l'École française de Rome accueille des boursiers et des boursières pendant leur doctorat. Donc en fait, toute personne qui fait une thèse sur l'Italie, que ce soit l'Italie antique, médiévale, moderne, contemporaine, peut demander des bourses d'études d'1 mois pendant leur doctorat. Et puis ensuite, une fois la thèse terminée, postuler pour un poste de membre. Et donc là, on est des chercheurs et chercheuses à plein temps. Donc là, t'as signé quoi ? En fait, un CDD ? Non, alors c'est un CDD, donc c'est un CDD d'1 an, renouvelable 3 fois, donc potentiellement jusqu'à 3 années de postdoc. Ce qui est assez incroyable parce que dans le monde de la recherche actuellement, en histoire médiévale, c'est très difficile d'avoir cette opportunité de travail. Et je dois le dire, en plus, l'École française de Rome se trouve dans le Palais Farnèse, à Rome. Je ne sais pas si tu connais, Fanny. Pas du tout, mais ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. C'est où se trouve d'ailleurs l'ambassade de France. Et donc, c'est un palais magnifique. Voilà, avec vraiment des conditions de travail incroyables, avec une bibliothèque, un rêve. Donc là, tu vas être payé pour faire des recherches, oui. Et t'as pas de contrepartie, tu donnais des cours ou pas ? Alors, on n'a pas de cours. On peut intervenir, si on le souhaite, dans ce qu'on appelle les lycées ESABAC, qui sont les lycées franco-italiens, où les élèves préparent un double bac franco-italien. Mais non, globalement, on a des missions, on est chercheurs et chercheuses à plein temps. Après, on a des obligations scientifiques, d'animer la vie scientifique de l'École française de Rome. On a un séminaire de lecture, on doit proposer des colloques, des journées d'études. Donc, de faire un boulot à un plein temps et de faire vivre cette belle institution. Bah, j'espère que ça se passera bien. En oui. tout cas, tu Viens me voir à Rome. Ah bah, alors là, j'aimerais bien. Je suis jamais allée à Rome. Écoute, voilà, je sais quoi faire l'année prochaine, je vais venir te voir. Alors Chloé, pour finir, justement, est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait travailler soit sur des sources judiciaires, soit sur l'Italie en général ? Eh bien, mon conseil, c'est d'être ami avec les archivistes. Non, mais c'est vrai parce qu'il faut savoir être bien entouré quand on est en archive.
de pas avoir peur de demander l'aide aux archivistes. Je connais pas les archives en France, mais les archives italiennes, en tout cas celles que j'ai pu observer à Bologne, il y a un côté un peu grande famille. C'est-à-dire que les archivistes sont là vraiment pour aider les jeunes chercheurs et chercheuses, même les chercheurs et chercheurs confirmés. Et donc il faut pas hésiter à les solliciter parce que en arrivant aux archives, on a vite le sentiment d'être perdu. Comme je te disais, ça a été ma première difficulté de comprendre toutes ces séries archivistiques qui, en fait, à l'époque, correspondaient à un grand fonds d'archives qui était uni. Et actuellement, il est réparti dans différentes séries et différentes boîtes d'archives. Donc voilà, mon conseil, c'est de vraiment s'entourer des bonnes personnes, poser des questions, pas avoir peur et de s'amuser. Parce que le cadre est agréable et bienveillant. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'injure au Moyen-Âge, sur l'Italie au Moyen-Âge, sur Bologne au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Chloé, c'était vraiment passionnant et bonne continuation pour toute la suite. Merci à toi Fanny et moi je reste disponible aussi pour toute question. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, ouais. je pourrais te transmettre. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, donc si ça a pu faire naître des vocations, il y a des beaux sujets de master et même encore de thèse qui peuvent être faits. Alors peut-être pas sur Bologne, mais sur d'autres villes, sur d'autres communautés linguistiques. Eh bien le message est passé, donc vraiment n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y aura un article sur le site passionmedieviste.fr qui accompagnera ce podcast, comme pour chaque épisode, avec des références. On vous mettra plein de lectures. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, alors j'ai plein d'épisodes à vous conseiller de Passion médiéviste. Alors, sur le sujet de la langue, le rapport aux mots, j'ai fait un épisode sur l'épisode 36 sur les langues carolingiennes. Donc là, on était un peu quelques siècles avant notre sujet du jour. Vous avez aussi un sujet sur la France anglaise. Alors le titre peut paraître bizarre, mais en fait, c'est un épisode avec Maud, l'épisode 46, où elle avait étudié comment les Anglais étudiaient le français un peu pendant la guerre de 100 ans. Donc là, vraiment, on est sur les mots, on est sur le langage. Sur le français, langue étrangère. C'est ça, il y a encore ça. Et sur la justice, j'avais fait un double épisode sur les procès de sorcellerie, donc l'épisode 21. Un épisode 51 sur la justice à Reims au Moyen-Âge. Et sur l'Italie, on a parlé l'épisode sur les condottieri, l'épisode j'ai fait aussi sur les peintres florentins. Voilà, j'en ai fait plusieurs, je vous mettrai toute cette petite arborescence pareil sur l'éthique de l'épisode. Et tant que vous êtes sur le site, n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de Passion médiéviste. Je commence à en avoir fait pas mal sur plein de sujets différents. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez aussi aller écouter mes autres podcasts sur l'époque moderne. Donc on a Passion moderniste et sur l'Antiquité, on a Passion antiquité, toujours avec un S aussi avec Antiquité, sur le même format que ce que vous avez écouté aujourd'hui, mais voilà, sur ces autres périodes très riches. Et ils sont comme ce podcast sur votre application de podcast préférée, j'en suis sûre. Et je réenregistre la fin de cet épisode. Alors comme vous l'entendez, je ne suis plus dans le studio. En fait là, ce week-end, au moment où je sors cet épisode, je suis au rendez-vous de l'histoire de Blois, donc un festival centré autour de l'histoire qui se passe à Blois chaque année. Et je profite de la fin de cet épisode donc pour remercier les personnes qui soutiennent le podcast financièrement. Parce que voilà, si vous voulez vous aussi soutenir le podcast avec quelques euros par mois, vous pouvez le faire. Allez voir sur passionmedieviste.fr/soutenir. Je vous explique comment faire. Et donc ce mois-ci, je tiens à remercier Jean-Pierre, Michael, Hervé, Jean-Nicolas, Maxence, Denise et Julie. Merci beaucoup à eux. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi soutenir le podcast juste en le partageant autour de vous, en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui marche beaucoup pour le podcast. Tiens, d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que le mois de septembre 2022 a été un record en termes d'écoute. On a dépassé les 70 000 écoutes, tout cumulé juste pour le mois de septembre, en fait, tout épisode cumulé. Donc merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre soutien. Il va se passer plein de choses avec le podcast très prochainement. Je pense que je mettrai peut-être une petite pastille sonore pour l'annoncer, ou en tout cas, je l'annoncerai sur les réseaux sociaux. J'ai déjà un petit peu commencé à le teaser d'ailleurs. Il va se passer des choses en novembre avec le podcast. Et dans le prochain épisode, celui qui sortira donc mi-octobre 2022, dans le prochain épisode, ce sera donc un épisode qui a été enregistré en public à Nancy, où on a parlé de l'histoire archéologique de la ville de Nancy. J'espère qu'il vous plaira. Salut!
Château Aubryon, 1959. Magnifique bouquet. J'adore le vin français. Tout comme j'aime la langue française. J'ai testé toutes les langues. J'ai une faiblesse pour le français. C'est une langue merveilleuse. J'aime notamment les jurons français. Nom de Dieu, de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Vous voyez, c'est aussi jouissif que se torcher le cul avec de la soie. J'adore ça.